Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah. En ce 18 avril, veille du 78e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, nous sommes très heureux d'accueillir Régine Poloniewska, Alexandra Subrémon et Sophie Blandinière, qui, toutes les trois, ont écrit un ouvrage qui porte de très près ou d'un peu plus loin sur le ghetto de Varsovie, ghetto qui fut le plus grand ghetto juif des territoires occupés par les nazis et dont la population est entrée en résistance armée contre les nazis à partir du 19 avril 1943. Alors il y a quelques mois, j'ai lu coup sur coup Des harengs aux cerises, recueil de nouvelles de Régine Poloniewska publié chez Robert Laffont, Juifs en Pologne, quand la Pologne a cessé d'être une terre d'accueil, qui est un ouvrage d'Alexandra Subrémon, ouvrage hybride à la croisée du récit documentaire et de l'autobiographie. Et enfin, le roman de Sophie Blandinière, La chasse aux âmes, paru chez Plomb. Alors, je vais laisser Norbert Charny parler évidemment plus en détail de ces trois livres, car il nous fait l'honneur d'orchestrer cette rencontre. Mais pour ma part, je voulais dire que cette lecture successive, un peu au hasard, dans la même semaine, le même mois, m'a donné très envie de rencontrer leurs auteurs et surtout qu'elles puissent se lire mutuellement pour le temps d'une rencontre, qu'elles discutent de leurs ouvrages, car on va le voir, ce sont des ouvrages très différents, mais qui, je pense, quand on les met les uns à côté des autres, constituent un ensemble cohérent pour s'approcher et se souvenir des femmes, des hommes et des enfants qui ont vécu et péri dans le ghetto de Varsovie. Alors, je le disais, nous avons le plaisir d'accueillir Norbert Charny pour animer et guider cette rencontre. Alors, Norbert, vous êtes un peu comme nos invités ici. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes écrivain et critique littéraire, notamment pour le journal en ligne En attendant Nado, et également pour le bulletin de l'Union des déportés d'Auschwitz, l'UDA. Et vous êtes l'auteur d'un roman qui s'intitule Les Valises, publié aux éditions Le Lieu commun, dans lequel le narrateur raconte l'histoire de votre grand-mère maternelle, qui est née en 1908 en Galicie. Et vous m'avez dit au téléphone que pour vous, c'était un personnage légendaire. J'ai trouvé ça très joli pour parler de sa grand-mère. Voilà, je vous souhaite à toutes et toutes qui nous suivez sur le site du Mémorial une très belle après-midi avec nos invités que je remercie chaleureusement d'être venus jusqu'à nous. À tout à l'heure, Norbert. Bien, bonjour, on n'est pas encore le soir. Bonjour à vous et merci d'être venus pour que nous puissions converser autour de vos livres. Alors, Julie a présenté ces trois livres. Je ne ferai pas de grosses corrections. Il y a juste peut-être, Régine, mais on y reviendra, sur le mot de nouvelle. J'aurais peut-être employé celui de récit, mais c'est un détail. C'est récit, voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous interroger chacune et je vous propose de répondre aux quelques questions que je vous propose. Sachant que après, j'ai vraiment envie d'avoir l'échange parce que je sais que vous vous êtes lus les unes les autres. Moi, je vous ai lu aussi, évidemment. Donc, je glisserai éventuellement quelques petits mots. Mais c'est surtout à vous que j'ai envie de donner la parole parce que il n'y a pas que des genres différents qui sont présents. Il y a des générations différentes et des histoires différentes. Alors, il y a des choses dont on parlera, bien évidemment, et puis il y a des choses dont je sais qu'elles sont douloureuses, délicates, et je préférerais ne pas insister dessus. Alors, Régine, à tout seigneur, ou je ne sais pas quel terme employer, tout honneur en tout cas, je commence avec vous pour présenter. D'abord, j'ai parlé d'une série de récits, vous en êtes d'accord, qui décrivent le quotidien, l'anodin, l'insignifiant, la nourriture, les objets, les lieux aimés ou pas, mais aussi les liens familiaux ou affectifs.
votre ton, le ton de cet ensemble de récits est toujours égal, en apparence. Et brusquement, un abîme, des souvenirs, quelques petites touches qui concernent le ghetto dont vous avez été sorti par une tante. Parfois aussi, ce passé ressurgit au détour d'un mot à double sens, par exemple concession, réserve, ou bien le verbe traiter. Parfois, c'est une question d'homonymie. Par exemple, le mot tâche, avec ou sans accent. C'est deux choses différentes. Mais pour donner la mesure du monde, vous partez de deux simples aliments, le hareng et surtout les cerises, dont vous pourriez être, je pense, une des plus grandes spécialistes mondiales, parce que je crois que vous connaissez à peu près toutes les variétés. Alors, j'ai dit, vous partez de l'insignifiant. Et j'ai envie de citer quelques objets. Parmi ceux-là, on reviendra peut-être sur les cerises et les harengs. Il y a un stylo que vous craignez perdre. Il y a un anneau. Il y a une montre. Donc je voudrais que vous parliez déjà de cet insignifiant, de ces objets insignifiants. Il faut que ça résonne. Donc ces objets insignifiants, ils paraissent insignifiants. Et puis, quand on s'arrête un peu, finalement, ils ne sont pas si insignifiants que ça. Parce que la montre, il y a un écho à mon père, à qui un Allemand, lors d'une rafle, comme ça se faisait, a pris sa montre. Et c'est un souvenir d'enfance, puisqu'il n'avait plus de montre. L'autre, c'était le stylo. Le stylo, c'est aussi quelque chose qui est à double sens, parce que j'aime les stylos. J'ai une collection de stylos que maintenant j'emploie beaucoup moins. Mais c'est presque une collection, mais ce n'est pas une collection, c'est un assemblage, enfin. Et en fait, eh bien, ce stylo, c'était le seul objet qui m'avait été donné par ma tante, qui m'a ramené de Pologne après la guerre, et nous étions les seuls qui restaient de la famille. Mes parents n'y étaient pas, les grands-parents, les tantes, les oncles. Et elle m'a donné un stylo. C'était pas un stylo plume, c'était un stylo comme un crayon. Et j'ai perdu ce stylo en revenant d'Israël, puisque ça se passait en Israël. Et donc, ce stylo avait aussi un sens, un écho antérieur. Mais moi, quand j'ai écrit ces papiers, ces nouvelles, je n'y pensais pas du tout. Parce que c'était des choses absolument spontanées qui ont été plus ou moins un peu relues, remaniées, mais à peine. Et donc, les objets, ils ont leur vie, ils ont leur sens. Et voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus, sur les trois que vous avez notés. Oui, j'avais mis un anneau aussi. Eh ben, je ne vous répondrai pas parce que je ne sais pas très bien et puis parce que je n'ai pas envie de répondre là-dessus. Très bien, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, juste quelque chose, là vous allez me répondre sur la deuxième question. La deuxième question, c'est que, vous racontez, il y a beaucoup de répétitions, mais vous savez, j'ai été professeur, alors les répétitions, on disait aux élèves, il ne faut pas les faire, c'est une erreur. Il faut faire des répétitions. Et vous répétez, vous revenez. Par exemple, tout à l'heure, j'ai évoqué la présence de vos fils. Alors, la présence de vos fils, je sais, parce qu'il y a il y a toujours une histoire de frigidaire, soit vide, soit plein, plutôt vide. Donc, il y a pas mal d'histoires dans lesquelles vous... Après, oui, mais avant leur passage. Non, je ne vais pas faire de vous une mauvaise mère. Une mère juive polonaise, je ne peux pas. Non, mais après, ils sont vides, quoi. Après, ils sont vides. C'est ça. Jamais. Toujours plein. Oui, c'est vrai. Toujours quelque chose dedans. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Alors, je reviens au cœur de la question. Donc, il y a raconter, répéter, revenir sur. Oui.
Je crois que cet effet d'insistance, j'aimerais que vous en parliez. Là, vous me coincez un peu parce que je n'ai pas du tout pensé à ça. Mais je pense que ce sont des choses importantes dans ma vie qui ont aussi sans doute des échos avec le passé, parce qu'on vit dans le présent, mais on a toujours, qu'on le sache ou pas, je peux l'affirmer, des échos avec le passé. Et ce que vous avez dit dans ces répétitions-là, ce sont des répétitions autour de la nourriture. Et la nourriture, eh bien, c'est le prototype, si on peut dire, mais le mot n'est pas beau. Hein. C'est à la fois le passé et le présent. Si le passé a été très important dans ce domaine-là, eh bien, je pense que ça revient plus souvent. En tout cas, dans mes textes, dans la façon dont c'est sorti. Et je pense que ces répétitions pourraient être liées à ça, sans doute à d'autres choses, à mon incapacité d'ouvrir plus grandement les intérêts. Mais ça, c'est pas vrai. Pas tout à fait, j'espère. Et voilà ce que je peux vous répondre là-dessus. Oui, alors, je vais peut-être... En partie. Mais vous savez, il y a toujours la différence entre la personne qui écrit et le lecteur. Donc c'est normal. C'est très différent. Alors, le lecteur que je suis, évidemment, il a vu aussi, au niveau de la répétition, par exemple, pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, il y a le frigo rempli. Donc là, j'avais fait une petite erreur en me disant qu'il était vide à certains moments. Veuillez m'en excuser. Et il y a comment dire, la présence de la Grèce très importante du pays. Oui, la présence de la Grèce, c'est lié au moment dans lequel ces textes ont été écrits, où j'allais très souvent, pendant plusieurs années, avec mes deux fils, en vacances en Grèce. Et c'est un pays et des moments que j'ai beaucoup aimés. Et alors là aussi, ça a été lié aux enfants, et puis à des moments de bonheur, à la fois de par le pays. Il y a eu aussi d'autres moments où je suis allée en Grèce, pas avec eux, mais j'ai beaucoup aimé ce pays, pas uniquement les plages, mais des monuments, des musées, des îles, voilà. Donc c'est ce que je pourrais vous répondre quant à la Grèce. Ça tient aussi au moment de l'écriture. Peut-être à d'autres choses, mais j'ai pas fait de grec au lycée, j'ai pas de culture grecque quasiment, ce qui n'est pas bien. Donc ça doit être à autre chose. Je crois que c'est une question de temporalité aussi, de l'écriture. Je crois aussi que c'est, enfin, comme je partage votre goût pour la Grèce, je crois qu'il y a quelque chose de très très ancien qui nous ramène, je ne sais pas, à la Méditerranée. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Alors, autre répétition, donc les aliments. Bon, écoutez, on a déjà parlé de la nourriture. Alors si on parle des aliments, on va penser que ce sont les seules choses qui m'intéressent. Les aliments, ça fait partie de la nourriture. Et puis, les aliments, c'est aussi quelque chose qui, pendant très longtemps, la cuisine que je faisais, il y avait souvent, et en particulier pour les fêtes, des choses, des nourritures qui venaient de la famille, c'est-à-dire judéo-polonaise. Quand j'étais enfant, quand je suis arrivée en France, bon, d'abord,
moi, je devais étudier, je devais apprendre le français, je devais aller à l'école et tout ça. Donc, les nourritures, on ne m'a pas appris à les faire, je me les suis appris. Et c'était important. Voilà, donc c'est ça que je peux dire. Ce lien, et de toute façon, dans tous les groupes humains, on voit l'importance que peut avoir la nourriture d'origine du groupe et la nourriture des familles juives polonaises, ben, elle échappe pas à ça. Et il ne faut pas échapper parce que c'est très bien. Ça fait partie des liens transgénérationnels. Tout à fait. Bon, voilà. Alors, ma dernière question provisoire, après j'arrête de vous soumettre à la question comme ça, ma dernière question. Ah oui, parce que, oui. Là, oui. D'accord. Hein. Ma dernière question provisoire, elle porte sur une de vos lectures très importantes, c'est celle de Robert Walser. Or, comme c'est quelqu'un qu'on connaît très peu, hein, parmi tous les écrivains de langue germanique, c'est l'un de ceux qu'on connaît le moins bien. On connaît Robert Musil ou on connaît Joseph Roth, etc. Là, je trouve que c'est très très important que vous disiez quelques mots de Robert Walser. C'est difficile. Il fut un temps où j'avais écrit un très long texte qui devait paraître dans une revue internet, enfin qui n'a jamais paru. Bon. Mais le texte est absolument inintéressant. Moi, je suis tombée dans Robert Walser, moi, parce que d'abord, c'est quelqu'un de bon et de vrai, et qui n'est pas dans un système de pensée, et ni dans sa vie, ni dans son écriture, qui n'est pas dans son temps nécessairement. Il est pour moi hors temps, et j'aime... je vais encore venir... Il a un grand humour, il voit les gens, il y a... Alors, je ne saurais plus dire les titres des livres et tout ça, parce que je suis émue, là. Mais il a un regard sur l'autre qui est toujours bienveillant, qui peut être drôle. Il voit les difficultés de l'autre. Il aime se promener. Il aime la nature. Il a vécu toujours quinquin parce que il avait absolument pas d'argent. Là, c'est une colle, vous auriez dû me dire. J'aurais préparé un peu. C'est très bien, c'est très très bien. Et donc, voilà, c'est quelqu'un que j'aime, comme personne, comme écrivain, comme quelqu'un qui témoigne de son temps. Il a eu une vie très particulière parce qu'il a passé une grande partie de sa vie dans un asile psychiatrique. Ce problème de cette hospitalisation est absolument terrible parce qu'il y avait une espèce de diagnostic qui a été posé. Mais en fait, c'était lié à la pauvreté, à pas de maison, pas de famille. Enfin voilà, je ne peux pas vous dire d'autre chose, mais puisque cette chose est retransmise, essayez, lisez Robert Walser, je pense que vous serez heureux de le connaître, ou heureuse de le connaître. Il y a des textes courts qui sont faciles à lire, et il y a 4 romans dont... Je peux vous aider. Voilà. Les Enfantanères. Oui, oui. Les Enfantanères de mémoire. Oui. L'Institut Benjaminta ou Benjaminta. Oui. Après... Le Brigand et L'Homme à tout faire. Voilà, L'Homme à tout faire étant le premier qui est sorti, je crois, et qui est quelque chose de merveilleux. Voilà. Bon.
Merci de m'avoir posé cette question, parce que s'il y a des gens qui seront contents, je suis contente. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on va reprendre par la suite. Là, je vais être un petit peu impoli parce que je vais vous tourner presque le dos pour interroger Alexandra. Donc, Alexandra, même technique, même méthode, 3 questions. Donc, votre livre se constitue de 7... Enfin, au départ, il y avait 7 cahiers. 3 ont été retrouvés, qui ont été écrits par votre père. Donc ça, c'est un document authentique. Et dans ce document authentique, on trouve 2 ou 3 temps distincts, vous me direz. Le début du ghetto de Varsovie, l'organisation de ce lieu, et puis ensuite, votre père a écrit sur les années qui s'écoulent de 1945 à 1956. Donc 3 temps. Et puis, votre livre se constitue, on peut dire aussi, de 3 types d'écriture différents. Il y a le manuscrit de votre père, le commentaire que vous avez fait et les notes d'historiens qui sont très très importantes. Alors moi, ce que je retiens de la lecture, ce qui m'a beaucoup frappé et qui m'a touché, alors c'est évidemment le trajet géographique de vos parents, de votre père, et le trajet, j'ai envie de dire, le trajet psychique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont optimistes, combatifs et rusés. Ça, rusé pendant la guerre en particulier. Alors, vous me corrigerez, hein, évidemment. Hein, vous savez, c'est la lecture, c'est la différence entre qui a écrit et qui lit. Et puis, il y a un moment qui est terrifiant, c'est l'année 56. Là, ils sont accablés. Et puis, il y a un moment encore plus terrible, c'est 1968. Ils sont effrayés. Alors, accablé, effrayé. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est très simple, très banale. Je voudrais que vous nous racontiez l'histoire de ce livre. Comment ce livre est né? Merci. Bon, merci déjà de votre lecture aussi attentive. Très rapidement, vous avez dit... ma mère m'a confié 3 cahiers. Je sais qu'il y en avait davantage parce qu'ils sont numérotés. Donc moi, j'en ai que 3. Où sont passés les autres, je ne sais pas. Ma mère a déménagé de Pologne en France. A-t-elle donné à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils se sont perdus? Je ne sais pas. Toujours est-il que ces cahiers sont restés effectivement pendant un long moment. Je ne les ai même pas lus. Et c'est quand je me suis retrouvée à la retraite que je me suis toujours dit, de toute façon, que je vais les lire, les étudier, une fois que j'aurai vraiment le temps à moi. Et j'étais beaucoup aidée, hein, ça, je l'explique dans le livre, par des jeunes historiens qui m'ont convaincue, parce que je ne savais pas très bien comment aborder les sujets, donc ils m'ont convaincue d'engager une démarche qui visait d'abord à le retranscrire en polonais, le traduire en français. Enfin, c'est tout un film quand même. Et puis au fil de l'eau, je me suis rendu compte que, évidemment, je voulais d'abord que l'écriture de mon père était intéressante. Je le trouvais vraiment intéressante. Je trouvais que ça se lisait très bien. Et qu'il y avait ici un témoignage très personnel, très intéressant. Donc évidemment, je voulais le retranscrire d'abord pour ma famille. Et plus je travaillais sur ce texte... Alors, pourquoi j'y ai travaillé? Pour 2 raisons. La première, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, parce que moi, je suis née après la guerre. J'ai vécu en Pologne, et nous, les jeunes en Pologne, on ne nous a jamais raconté ni l'histoire de la Shoah, ni l'histoire des Juifs avant la guerre, pendant la guerre. Donc j'avais besoin aussi, pour comprendre le propos de mon père, de me faire aider. Et c'est là où tous ces historiens que vous mentionnez m'ont beaucoup, beaucoup aidé, parce que ne serait-ce que cet épisode où les Juifs quittent Varsovie, ils vont vers l'Est, vers Lvov,
vers les Vilno, et puis là, il y a, suite au pacte germano-soviétique, il y a une invasion soviétique, ils se retrouvent sous l'administration soviétique, certains rentrent à Varsovie, d'autres... Non, pardon, ils rentrent à Varsovie après l'invasion allemande. Donc, enfin, toujours est-il que tout ce périple, il est aujourd'hui analysé par des historiens, mais nous, les jeunes en Pologne, on ne nous a jamais raconté cette partie du film. Nous, on a su simplement que les soviétiques sont rentrés effectivement dans la partie orientale de la Pologne pour sauver les populations de l'éventuelle invasion germanique. C'est tout ce qu'on nous a dit. On savait absolument rien. Mais on savait rien non plus de ce qui est arrivé dans les ghettos, de ce qui est arrivé après la guerre, enfin, le début de l'histoire du pays post la guerre. Donc j'avais besoin de ce support. Alors, il y avait aussi autre chose, et je ne sais pas si c'est à ça que vous pensez. Je travaillais sur ces manuscrits, et évidemment, j'étais obligée de me poser la question, pourquoi mon père tenait tellement à retourner en Pologne en 1945 ? Pourquoi voulait-il, ou pourquoi était-il tellement convaincu qu'il y avait un avenir dans une Pologne communiste? Et c'était une période où, c'est difficile pour moi de le dire, mais j'y ai pensé beaucoup. Je pensais à ces jeunes gamins qui sont embrigadés dans idéologie djihadiste, qui se livrent à des attentats. C'était l'époque des attentats aussi, à Paris et ailleurs. Et j'étais effectivement, comment dire, très habitée par ce désarroi qui doit être celui de ces jeunes qui se laissent aller à des actes terroristes parce que l'idéologie les conditionne à cela. Donc il y avait beaucoup de raisons qui ont fait que je fais ces livres, mais je pense que il y avait aussi un temps extrêmement long, très difficile, pardonnez-moi d'y revenir, sur cette période 45-56, où finalement il y a très peu de choses qui sont écrites, surtout en langue française. En polonais, effectivement, à un moment donné, je suis retournée à Varsovie. Donc désormais, il y a des jeunes historiens qui y travaillent. Mais pendant très très longtemps, il y avait très peu de choses. Et il y avait très peu de choses, notamment sur les Juifs qui, en 46-47, au lendemain du pogrom de Kielce, ont quitté la Pologne. Il y avait très peu de choses sur les raisons qui ont conduit les Juifs en 1956 à quitter la Pologne, et encore moins sur 1968. Aujourd'hui, il y en a. Mais aujourd'hui aussi, ça dépend ce qu'on entend par le mot aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle cette nouvelle école des historiens polonais qui analyse sans complaisance ce qui s'est passé pendant la guerre et au lendemain de la guerre. Mais j'espère qu'on en parlera. Il y a d'autres problèmes en Pologne. Donc, vous voyez, c'est compliqué pourquoi je l'ai écrit, mais il y avait beaucoup de raisons. Oui, alors vous m'avez regardé de manière un peu hésitante quand j'ai dit que votre père et vos parents étaient rusés pendant la guerre. C'est l'adjectif rusé qui vous embêtait ? Oui, parce que je crois qu'à un moment donné, il le dit lui-même. Il n'utilise pas ce mot-là. Alors, il faudrait que il dit à un moment donné de lui-même, parce qu'ils rentrent dans le ghetto alors que le ghetto est fermé, parce qu'ils arrivent à s'évader alors que le ghetto est fait, tous les habitants sont déportés, parce qu'ils et donc, je ne sais pas comment il décrit. Je crois qu'à un moment donné, il dit quelque chose qu'il a du...
Je ne sais pas, mais c'est pas le mot rusé qui me vient à l'esprit. Mais enfin, laissons ça, c'est un détail. Alors, en revanche, il y a un autre mot qui est indiscutable, bon, pour X raisons, qui a des résonances pour moi, c'est le mot de optimiste. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec vous là. Il y a les deux, c'est-à-dire il y a à la fois mais je l'ai senti aussi dans le livre de Régine, il y a une volonté de vivre. Il y a une volonté de vivre et un sentiment que on vivra et qu'on surmontera le présent. Et ça, effectivement, d'ailleurs, c'est dans l'écrit de mon père, c'est dans le propos qu'il rapporte de rencontres qu'il a dans la famille. Les gens dans les ghettos, malgré tout leur vécu et qui s'apparente à une catastrophe humanitaire, il faut bien dire les choses comme elles sont, ils avaient effectivement une rage de vivre et ils voulaient vivre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors vous pouvez le dire optimisme, je ne sais pas, mais dans les ghettos, ils voulaient vivre et quand ils sont revenus en Pologne, ils étaient effectivement habités par un sentiment non simplement d'optimisme, si vous voulez. Oui, j'ai pensé, vous voyez, quand j'ai mis l'adjectif optimiste, et quand je vous ai lu, j'ai pensé à cette période de l'après-guerre, et j'ai pensé au film de Vaïda, notamment, vous savez, L'homme de marbre, oui. et l'autre. Et puis vous avez fait allusion à la puissance de l'idéologie, parce que c'est une puissance qui a traversé le monde entier, il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, même en France, en 1953, ont pleuré à la mort de Staline. Donc c'est quand même quelque chose qui, pour nous, est quelque chose qui balaye tout. Donc c'est compréhensible, ce sentiment-là. Ce qui est remarquable chez votre père, c'est que c'est aussi un optimisme ou une sorte d'amour de la vie, de plaisir de la vie au quotidien, ne serait-ce que dans son activité professionnelle. C'est un très très bon professionnel, il est très inventif. Voilà, il est inventif, ça je suis d'accord avec vous. Je pense que c'était effectivement vraisemblablement un bon professionnel, mais comment dirais-je, je suis contente que vous placez ça effectivement dans le contexte historique, parce que on me demande souvent, mais pourquoi sont-ils revenus? Pourquoi sont-ils restés? Parce que nombreux juifs sont partis. Et il y a aussi dans le récit de mon père l'embryon de ce débat entre ceux qui voulaient rester et ceux qui voulaient partir. En tout cas, qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas d'avenir pour les juifs en Pologne après la guerre. Et ceux qui, comme mon père, comme mon oncle, qui avaient encore un autre itinéraire beaucoup plus institutionnalisé, sont restés et ça s'est terminé quand même très, 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 très mal. Donc, non, je pense que votre lecture est bonne. Simplement, comment dire, peut-être que cette partie, je l'ai écrit beaucoup en pensant à mes petits-enfants et à mes enfants, parce que c'est très compliqué, je pense, aujourd'hui, de s'imaginer le lendemain de la guerre, la victoire de Staline et le fait que, comme je crois, je cite François Furet, la critique ni du stalinisme, ni de Staline, ni du communisme n'était pas concevable, parce que c'est lui qui a porté la victoire contre Hitler. Oui, alors on va terminer provisoirement, bien sûr, avec cette autre période où ces grandes périodes de doute, de soupçon. Alors, vous datez, si je me souviens bien, de 56, à titre... enfin, moi, je voyais plutôt ça déjà avec ce qui se passait en Tchécoslovaquie, pardon, le procès Slansky, et avec ce qui se passait aussi avec le procès des blouses blanches. C'est-à-dire, est-ce que déjà, en 53, vos parents, est-ce qu'ils ont déjà eu ce pressentiment, ces mauvais pressentiments? Ah oui, non, vous avez tout à fait raison. Hein. Je suis désolée si c'est pas très clair, mais indiscutablement, les ennuis de mon père ont commencé en 53.
Et c'est en 53, effectivement, où il est convoqué devant une commission du parti, où on lui fait comprendre qu'il est juif, que le nom qu'il porte n'est pas celui de sa famille, et qu'il y a un dossier à son nom, et que tout le monde sait d'où il vient. C'est terrifiant. Et c'est à partir de cette époque, d'ailleurs, que mon père, petit à petit, commence à perdre le pied. Hein. C'est-à-dire que, quand je dis, c'est une manière élégante de dire que à la fois le poids du passé et le fait que enfin, les autorités lui cherchent des problèmes alors qu'il est revenu pour construire le communisme, il ne retrouve plus ce petit, si j'ose dire. Hein. Et ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver donc jusqu'en 1968. Et là, excusez, un petit trou dans... Enfin, j'ai un peu oublié. Vous êtes arrivé en quelle année en France? En 69. 69. Ouais. Donc vous avez vécu aussi ces événements de 68. Ouais. Vous les avez connus. Parce que je pensais à un livre que j'avais lu de l'auteur de Viera Gran, j'oublie son nom tout d'un coup, qui a écrit aussi sur Bruno Schulz, une polonaise assez connue, Histoire de la peur aussi. Et elle a raconté l'histoire de toute cette génération. C'est un livre chez l'Antilope. Je suis embêté de ne pas retrouver. Oui, Tuchinska, exactement. Oui, merci beaucoup. Voilà. Oui, alors moi j'ai lu, c'est un livre qui est sorti récemment. Elle raconte effectivement la génération de comment dirais-je, de gens, enfin de ma génération. La différence, si vous voulez, entre moi et les gens dont elle parle, que je connais très très vaguement, c'est que elle parle vraiment des enfants qui étaient des enfants de l'établissement communiste. Ce que moi, j'étais pas. Hein. Moi, mes parents, ma mère était effectivement fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, mais à un niveau relativement, enfin, pas très élevé. Hein. Et mon père, il travaillait comme ingénieur électricien. Moi, je faisais pas partie vraiment de l'établissement. Alors, cela dit, encore une fois, je suis complètement d'accord, en 68, les autorités, ils savaient tous nous retrouver. Hein. Ils avaient tous un dossier à notre nom, et ils savaient tous où nous étions. Et donc les Juifs ont tous, quel que soit leur grade, leurs origines, leur lieu d'habitation, ils ont tous été à la fois privés de leur travail, tous. Et pour ce qui concerne effectivement le parent de ces jeunes gens qui sont décrits dans le livre, ils ont la plupart du temps perdu aussi leur habitation. Enfin, ils ont été. Moi j'ai l'habitude de dire hein, qu'il y avait après la guerre 2 émigrations. En 46-47, au lendemain du pogrom de Kielce, c'était une émigration assumés. C'était des Juifs qui ont vécu en l'Union soviétique. Ils étaient environ 150 à 200 000. Et ils ont vu ce que c'était le vécu en l'Union soviétique. Et quand ils ont vu qu'elle sait, ils ont dit non, ça c'est pas possible et on s'en va. Et il y avait une deuxième émigration, c'était en 56. Et la troisième, celle de 68, c'était pas une émigration, c'était une expulsion. On n'était pas très nombreux. Ceux qui sont partis, c'était entre 13 et 20 000. Personne ne sait exactement combien nous étions, mais c'était pas une émigration, c'était une expulsion. Alors, de même que j'ai évoqué Walzer, je vais citer un livre de mémoire. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un livre qui s'appelle « Le Seder de Varsovie » de Ilya Konstantinovski. Ça a été publié en France chez Gallimard. Et ce que vous racontez dans le livre, et ce que j'ai retrouvé après chez Agatha Tuchinska, beaucoup plus tard, Ilya Konstantinovski raconte. Aussi. Et c'est un livre qui est désarmant, parce que comme ça se déroule au moment des fêtes de Pâques, de Pessah, ce sont les quelques juifs qui restent en Pologne et qui fêtent le Seder. Et c'est un livre poignant, pas poignant parce qu'on essaye de vous attraper par l'émotion, pas du tout, mais simplement parce qu'on sent c'est la solitude.
Et j'ai envie de vous interroger sur, d'employer ce mot-là de solitude. Est-ce que vous l'avez ressenti chez votre père, énorme. Ah ben bien sûr. Mais je l'ai ressenti, bien sûr. Chez mes deux parents, bien sûr. Énorme. Mais je l'ai ressenti aussi, puisque vous parlez... vous avez sans doute noté que le livre est postfacé par Constantin Gebert, qui est un journaliste. Il avait 16 ou 17 ans en 68 et ses parents sont restés en Pologne, et il explique ce qui s'est passé après, effectivement. Je pense aussi que pour lui aussi, il y avait pour eux tous, il y avait un énorme sentiment de solitude. Et c'est devenu depuis un ami. J'ai beaucoup de mal à discuter. Parfois, j'ai du mal, pas toujours. Mais parfois, j'ai du mal de discuter avec lui parce qu'il est resté là-bas. Et avec tout ce qui se passe là-bas, effectivement, je pense que quelque part aussi, il y a toujours ce sentiment, effectivement, de solitude, oui. On y reviendra. On y reviendra parce que je crois que vous avez toutes les trois pas mal à dire sur ce que c'est qu'aujourd'hui que la Pologne. J'avais prévu cette question-là, même là, mais je la repousse pour vous écouter, Sophie. Et donc, pour présenter un peu le roman, on dira qu'au centre du roman, j'ai bien dit au centre, on a deux personnages qui s'appellent Joachim et Luba. Et tous les deux survivent dans le ghetto avec leurs parents, leurs frères et sœurs et leurs amis. Le narrateur, pour clarifier les choses, se prénomme Shimon, ça s'écrit S-Z-Y bien sûr, et il veut comprendre pourquoi son père, Joachim, s'est dénoncé après avoir commis un crime en Pologne. C'est l'un des fils de ce roman, très très riche, dans lequel on a une galerie de portraits assez importante. Enfin, on a énormément de personnages. Alors, ma première question, je pense qu'elle ne vous surprendra pas tout à fait, c'est alors, la dimension romanesque, on la voit avec des objets qui circulent, notamment une broche très importante. Mais ma première question, elle porte quand même sur le choix de ce genre, parce que c'est particulièrement difficile quand on sait tous les témoignages qui existent. Donc voilà. Pardon pour ma voix, j'ai la voix un peu cassée. Ce choix, il vient déjà de mon rapport ou de mon non-rapport à cette histoire-là. C'est déjà très culotté de ma part de m'être emparé de cette partie de l'histoire et d'avoir essayé de la comprendre et d'avoir prétendu me mettre à la place des gens qui avaient vécu cette histoire-là, sachant que j'ai une arrière-grand-mère juive, mais ça remonte très très loin et ça n'a pas de... Voilà, donc le choix de la fiction, pourquoi ? Parce que ça peut pas être celui du témoignage. Je suis pas partie sur les traces de ma famille, ou je ne suis pas partie sur mes propres traces. Voilà, donc j'étais un peu... Il fallait que je trouve des personnages qui auraient pu être réels, enfin, qui auraient pu être ma famille, ou en tout cas, ou la famille de l'humanité peut-être, la famille de toute l'humanité, parce qu'il me semble que c'est ça le propos, c'est que tout le monde doit porter cette histoire-là. C'est pas juste l'histoire des Juifs et de l'extermination des Juifs, c'est l'histoire de l'homme, et donc il doit y avoir une relève, et que ça doit être porté par d'autres que ceux qui l'ont vécu dans leur âme, dans leur chair et dans leur sang et dans leur voilà, et qui voilà, donc le choix de la fiction c'est ça, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, parce qu'il faut, j'allais pas raconter n'importe quoi, j'allais pas inventer une histoire qui se passe comme ça, qui prenne pour décor le ghetto de Varsovie. Je voulais vraiment essayer de ressusciter le ghetto de Varsovie, de ressusciter les gens et de leur donner un visage, surtout parce que on entend parler du ghetto de Varsovie, le seul endroit où il y a eu une insurrection, mais ça reste toujours collectif et global. On parle de l'extermination des Juifs, mais ça reste collectif et global. Et d'une certaine manière, ça donne la victoire aux nazis, plus que... C'est ce que je dis à un moment dans le livre. On a gardé le nom d'Eichmann, on a gardé le nom de Barbie, on a gardé... Ces noms-là sont très connus. Et les noms des victimes, des gens sont capables d'en citer une seule victime, hormis ceux qui, justement, ont témoigné
ont pris le courage, et avec cette espèce de difficulté, d'impossibilité de témoigner, ou en tout cas qui est évidemment un sujet difficile, du reste, qu'on voit très bien, on en reparlera tout à l'heure, j'espère, mais qu'on voit dans le livre de Régine, c'est-à-dire le passé qui revient partout, parce que en parler, c'est compliqué, donc il faut mieux parler des choses dérisoires, mais qui sont la vie. Alors, justement, pour reprendre un peu ce que vous dites, même beaucoup pour le reprendre, c'est que on sent dans votre livre que, comme je l'ai dit, il y a énormément de personnages. Et ils représentent tout un éventail d'existence, de situations, de professions, etc. Et la particularité, c'est que chacun est très très fouillé, et les seuls personnages que vous mettiez en valeur, volontairement, ce sont les personnages juifs, les victimes. À aucun moment, vous ne mettez en scène un personnage de nazi. Je dis ça, par exemple, par opposition à un livre comme Les Bienveillantes, que j'avais lu en son temps, que j'avais même apprécié. Enfin, j'en avais rendu compte pour la quinzaine littéraire à l'époque. Et je voulais que vous nous expliquiez comment vous aviez travaillé. Alors, là aussi, c'est dans la suite du témoignage, enfin de toute votre documentation. Comment vous avez travaillé pour façonner ces personnages, pour établir les relations entre eux, etc. Alors, déjà, juste, c'est une espèce d'inversion. C'est-à-dire que j'ai voulu individualiser les victimes, qui sont pas, j'aime pas dire victimes, parce que justement ils se battent, et il y a cette débrouillardise, c'est peut-être ça le mot que vous cherchiez tout à l'heure, cette inventivité, cette débrouillardise à survivre, qui est absolument extraordinaire. Mais j'ai voulu que les nazis soient collectifs, justement, qu'ils n'aient pas de visage, parce que finalement ils sont innommables, donc je voulais pas leur donner de prénom, j'ai pas envie de les nommer, donc je les ai fait disparaître en les rendant collectifs. J'ai fait exactement ce qu'ils ont essayé de faire aux Juifs. Sur ma façon de travailler, c'était très compliqué. Déjà, il y a eu de toute façon 3 étapes très distinctes. Il y a eu une première étape où je suis allée à Varsovie, passer beaucoup de temps dans l'ancien ghetto, mais je dormais à l'extérieur, juste derrière je ne pouvais pas être dans un hôtel qui soit à l'intérieur du ghetto. J'ai interviewé une rescapée du ghetto, j'ai interviewé tous les gens qui avaient une légitimité ou quelque chose à me raconter. Une spécialiste de Perez Chopoczynski, le facteur du ghetto. Ça c'était la première phase. Et puis à partir de là, j'ai lu, enfin en même temps je lisais tout ce que je pouvais trouver. J'ai lu tout ce que j'ai pu. J'ai essayé de comprendre, et quand il y avait quelque chose qui me frappait, un détail de la vie quotidienne ou quelque chose qui... je le notais. Et puis après, j'ai pris le plan du ghetto, et j'ai travaillé sur la topographie, en remettant les noms des rues. Et par rapport à moi, les rues dans lesquelles j'étais allée, tous les soirs, j'étais appelée dans une rue derrière l'hôtel. Et en fait, dans cette rue, il y avait un immeuble qui était là du temps du ghetto, qui est un des rares immeubles qui a survécu. Et dans le film de propagande nazie, on voit une image à un moment... et je l'ai vu après le film. On voit une image où on voit exactement le devant de l'immeuble devant lequel j'allais irrésistiblement attirer tous les soirs pour aller fumer derrière mon hôtel. Et on voit 2 enfants squelettiques morts devant, qui sont pris et balancés comme de la viande sur une charrette. C'est devenu les jumeaux, les copains, ces morts-là, en fait, je les ai ressuscités en faisant des personnages dans le livre, qui sont les jumeaux copains de Joachim, et qui finissent pas très bien, comme dans le film, résultat de propagande des nazis. Et donc, la 3e phase, j'ai essayé d'inventer une histoire qui puisse raconter tout ce que j'avais à raconter, notamment ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ce qui s'était passé déjà pendant la guerre avec les Polonais, donc en 1942 à Géouamné, et ce qui s'était passé par la suite, puisque l'épisode du pogrom de Kielce, personne ne connaît cette histoire-là. Quand vous dites à des gens, est-ce que vous savez qu'il y a eu des pogroms après la guerre, les gens vous regardent et disent de quoi tu parles. Donc les gens ne connaissent pas cette histoire-là. Et donc de savoir, pareil, ce qui s'est passé en 68
Les gens ne connaissent pas non plus cette histoire-là. Pour les gens, en fait, c'était une fois que la guerre était finie, la Pologne, ça se passait bien pour les Juifs. Ce qui n'est pas du tout le cas, on en reparlera tout à l'heure, évidemment. Mais donc, c'était voilà. Donc, j'ai essayé de trouver une fiction qui voilà, d'où le fils. Qui est aujourd'hui, je voulais qu'il y ait un ancrage aujourd'hui justement pour que les générations d'aujourd'hui puissent se sentir en tout cas concernées et voilà, il fallait absolument faire un lien. Puis après j'ai fait des espèces de tableaux qui font peur quand je les montre, où j'ai fait évidemment plusieurs clans, mais j'ai commencé à écrire des noms de personnages, à les inventer, et puis aller en fonction de tout ce que j'avais lu, hein, pour qu'ils soient vraiment extrêmement réalistes. Et puis j'ai fait les liens entre eux. Puis après, j'ai fait une chronologie aussi. J'avais le plan du ghetto, ce truc avec les personnages, et puis une chronologie, donc la vraie chronologie historique. Et j'ai commencé à mettre l'histoire de mes personnages qui venaient s'intercaler. Puis après, il fallait construire tout ça, trouver une façon de l'agencer, que ce soit compréhensible, justement. Comme vous le dites, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. En même temps, les gens regardent Netflix, et dans les séries, il y a 15 000 personnages, et ils suivent. Donc je me suis dit, je vois pas pourquoi je vais me priver. Et voilà, mais ça demandait effectivement beaucoup de travail. Mais voilà, le choix de la fiction, je me sers souvent de la fiction pour dire encore de manière plus vraie la réalité. Le vrai étant souvent invraisemblable, autant utiliser. Et c'est le métier d'un... Je suis ni historienne, ni descendante de rescapés ou de gens qui ont été tués pendant la guerre. Donc... mon seul endroit possible, c'était celui-là, et ça m'a posé des problèmes. Encore aujourd'hui, j'ai une difficulté avec la légitimité de... Est-ce que j'avais l'autorisation de faire ça? Est-ce que je pouvais me permettre de faire ça? Pour qui je me prends d'avoir fait ça? Je sais pas, mais en tout cas, ça m'a traversé. J'ai pas eu le choix et je devais le faire, donc je l'ai fait. Oui, alors il y a des... Je vous rejoins sur le nombre des personnages. J'ai fait en lisant, après, j'ai fait une fiche que je vous montrerai pour jouer, et dans laquelle j'ai dû remettre tous les noms de personnages pour me retrouver, hein, surtout quand il y a deux Shimon. Alors bon, ben, passons, ça c'est un détail. Ce qui est assez aussi très très frappant, et ce qui peut surprendre des jeunes lecteurs, parce que j'ai envie de parler des jeunes lecteurs. Ce qui peut surprendre, c'est les contrastes entre les personnages, mais aussi certaines situations. Par exemple, les scènes de survie. Il y a des scènes terribles. Alors, j'ai noté page 65-66, mais la rue Lesneau, les boîtes de nuit pour riches. Alors, tout à l'heure, je faisais allusion à Agatha Tuschinska, puisque le prénom me revient maintenant. Agatha Tuschinska, dans Viera-Gran, elle raconte ça, parce que Viera-Gran avait chanté avec Spielmann. Au café Stuttgart, bien voilà. sûr. Et évidemment, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que l'histoire a donné raison au pianiste, au personnage du pianiste, et à la bande, j'allais dire, du pianiste. Et en face, il y avait Viera-Gran, mais en réalité, il y a des sources qui disent que le pianiste lui-même, d'ailleurs, il a joué au café Stuttgart, où voilà, les gens se faisaient quand même, on pouvait manger des huîtres dans le ghetto de Varsovie, vous le dites, hein, quand on avait de l'argent, on pouvait manger de l'oie farcie, on pouvait manger des huîtres, c'était incroyable. C'était incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, mais il y avait toutes les classes sociales, et sauf que oui, il y avait des contrastes qui étaient monstrueux. Et en même temps, encore une fois, il ne faut pas être dans la morale, je crois. Enfin, Pardon ? Je crois qu'on est hors la morale, c'est-à-dire que oui. il s'agit de survivre. Et donc, je me suis bien gardé d'essayer de juger. C'est ce qui m'intéressait, c'était de qu'est-ce qu'est l'humain. Et l'humain, c'est aussi ça. Et c'est très contrasté, très compliqué. Donc, ceux qui ont fait l'insurrection du ghetto de Varsovie, il y en a qui, pour survivre, ont été des voleurs. Il y a une histoire de broche volée. A priori, c'est un des jeunes qui ont fait l'insurrection du ghetto de Varsovie, qui était un peu voyou sur les bords. Tout à fait. Donc, et alors, enfin... Oui, bien sûr. Survivre, oui. donc, Mais c'est pour ça que je vous ai posé la question par rapport à de jeunes générations, parce que de même que Alexandra évoquait les personnes qui sont embrigadées dans des idéologies aujourd'hui, des idéologies mortifères ou violentes, il y a eu dans les générations des communistes, il y a eu des gens qui se sont engagés dans la NKVD, qui ont été des tueurs, et ça leur a pas posé de gros problèmes. C'est difficile à comprendre. C'est très très difficile. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est-à-dire que là,
on est confronté, enfin des jeunes sont confrontés à quelque chose qui est difficile à saisir. Je pense aussi aux relations entre les personnages, parce qu'il y a dans votre roman quelque chose aussi de même. J'ai fait allusion à Vaïda, je vais encore y faire allusion parce que j'ai revu récemment, et je me suis même acheté le DVD qui est rarissime, La Terre de la Grande Promesse. Et La Terre de la Grande Promesse, c'est un film extraordinaire parce que vous avez des situations très contrastées. Ça se passe au début du XXe siècle et vous avez 3 personnages emblématiques. Il y a un Polonais, il y a un Allemand d'origine protestante et il y a un Juif. Et au moment où le film est sorti, Alexandra et Régine, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce film-là avait choqué pas mal de Juifs polonais. Donc, si vous voulez, dès qu'on aborde ces questions-là, on est sur des terrains très très difficiles. Mais ce que je voulais dire simplement, c'était, et je m'arrêterai parce que je parle trop, c'était la dimension romanesque de certains personnages. Je pense en particulier à Joseph et à Sophia, ou Zofia, je ne sais pas comment on prononce. Zosia, qui est une artiste hypersensible. Et lui aussi, je ne veux pas entrer dans le détail parce que les gens liront, mais il a aussi une vie assez tourmentée. Oui, et puis c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est-à-dire que même dans des situations comme ça, il reste une vie quotidienne. Je veux dire, il se lève le matin, c'est quoi la vie en fait? Ça représente quoi la vie? Et finalement, même dans le ghetto, même dans des pires conditions, quand ils avaient très peu à manger, il y a toujours une vie quotidienne. On continue de s'aimer ou de se détester ou d'être jaloux ou d'être mélancolique ou au contraire d'être hyper joyeux ou d'être c'est un rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que rien n'est manichéen. Et puis l'humain, il a à la fois une vulnérabilité qui est immense. Moi, c'est toujours la question que je me suis posée. On est tellement résistant et à la fois on est tellement vulnérable. On est les deux en même temps. Et c'est ça qui est très compliqué et très complexe. C'est que voilà, on peut pas juger, et deux, il y a voilà. Donc oui, il y avait quand même une vie quotidienne dans le ghetto, y compris quand elle était misérable, parce que vraiment on était réduit. C'est très beau l'histoire du rétrécissement sur la valise de quelqu'un qui a été puissant et qui se retrouve dans la rue avec juste sa valise dans le ghetto. Mais il y avait quand même une vie là, et on essayait de survivre. On essayait toujours de survivre. Il y a ceux qui arrachaient la nourriture de la bouche des gens, mais parce qu'il faut survivre. Et il y avait quand même une vie, il n'y a pas que de la survie, il y avait une vie, donc un homme pas très fidèle, voilà. Alors, il y a un autre aspect que je trouve important à signaler et qui, là aussi, est très éclairant, parce que, bon, les historiens en parlent, etc. C'est la franche opposition en Pologne entre tradition et modernité. C'est-à-dire que quand on regarde l'échiquier politique, par exemple, le père d'Alexandra, c'est communiste. On passe par le Bund, on a un arc de cercle très très vaste jusqu'aux sionistes, jusqu'à, il faut le dire, les nationalistes avec Jabotinsky, qui a été un des premiers quand même, même si j'en partage très peu des idées, Jabotinsky a été un des premiers à faire des tournées en Pologne pour avertir de la menace nazie dès les années 35. Bon, bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que vous montrez bien la différence entre tradition et modernité. J'aimerais que vous en... Oui, et puis ça se voit, y compris dans la vie du ghetto, c'est-à-dire la vie culturelle et intellectuelle. Varsovie était très animée par les juifs. Il y avait beaucoup d'intellectuels et d'artistes juifs et qui sont restés dans le ghetto. Et donc, cette vie-là a continué. Et puis, évidemment, il faut parler d'Emmanuel Ringelblum et de Neg Shabbat qui... C'est par lui, c'est par le bouquin de Kassov que j'ai vraiment compris ça, cette richesse intellectuelle et politique autour, effectivement, souvent du marxisme. Et on peut le comprendre, on a toujours associé les juifs aux bolcheviks, mais en même temps, c'était le seul projet, c'était la seule idéologie qui proposait aux juifs d'être enfin l'égal des autres et d'être dans une grande famille humaine, universelle, où il n'y a pas de différence. Et c'était très intéressant, parce que, y compris dans le ghetto, il y avait encore des tensions, des conflits, des réunions clandestines dans lesquelles ils n'étaient pas d'accord, comme sur, par exemple, la question de laisser les enfants être sauvés par des catholiques polonais. Ça a vraiment existé, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Certains disaient non, il faut mieux qu'ils meurent avec nous, les enfants juifs. On ne peut pas laisser des Polonais les sauver, ils vont devenir catholiques. Et c'est l'ironie suprême de
de sauver des enfants, mais qui ne seront plus juifs, qui seront catholiques. Donc, et d'autres qui disaient, mais non, c'est la vie à tout prix, et sauvons ces enfants. Donc c'était très intéressant, oui, c'était très riche, c'était extrêmement riche, malgré l'immense misère, le désarroi absolu, l'incompréhension. Il y avait une richesse. Le Fémina, ils ont fait plein de soirées pour récupérer des fonds. La solidarité était très grande, hein, puisque les comités d'immeubles, ça c'est la crise de 29, c'est grâce à la crise de 29 que tout ça a été mis en place. Mais il y avait une structure déjà qui a permis de survivre un peu mieux. Pas tant que ça, mais de survivre un peu mieux dès le début, parce que voilà, les comités d'immeubles et des organisations collectives pour s'entraider, ce qui serait bien aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est je vais vous poser des questions à toutes les trois. Enfin, je veux dire, les questions sont communes à toutes les trois. La première chose, peut-être, c'est... je ne reviens pas sur les origines de chacun de vos livres parce que vous en êtes expliqué et je crois que c'est le parcours de la publication, on en a parlé. Enfin, peut-être un peu moins, Régine, parce que moi, ce que j'ai aimé dans votre livre, entre autres choses, en dehors des cerises, des harengs et du frigidaire plein ou vide, selon la manière dont on lit, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'Internet. C'est un livre que vous avez écrit il y a un petit moment, donc juste ça, c'est ma dernière question particulière pour vous. Le parcours. Alors, approchez le micro, parce que sinon, on ne vous entend pas. Oui, la plupart des textes ont été écrits il y a 20 ans à peu près, à un moment où je les ai rassemblés, où j'envisageais que... Mais lors de l'écriture, c'était pas pour être... je ne crois pas que c'était fait pour être édité, c'était fait pour être écrit. Mais à partir du moment où on écrit et où on met au propre, bah, c'est bien pour souhaiter de le montrer quelque part, quand même, derrière les fagots. Hein. Bon. Vous ne voulez pas parler dans le micro ? Comment ? Il faut parler plus dans le micro. Oui, donc ces textes-là ont été rassemblés. En principe, ils devaient être édités chez Stock. Et puis, à la dernière minute, bon, il y a eu un certain nombre... Ils ont dit non, ça ne fait plus partie de notre ligne éditoriale. Donc, et puis, moi, j'en avais assez, j'ai tout mis de côté. Et puis, une amie a trouvé des morceaux. Elle m'a dit, ah, mais il faudrait que tu édites ça. Et elle a insisté. Et une autre amie venait de publier un livre, je lui en ai parlé. Elle m'a dit, ben, je vais le montrer à mon éditrice. Et ça a mis plusieurs mois, tout ça. C'était pas comme ça en 2 jours. Et à partir... Le livre est arrivé dans les... Bon, tous ces moments ont été assez longs. Ça a duré 2-3 ans. Et quand l'éditrice... quand l'éditrice a... Bon, d'accord. Bon, quand l'éditrice a reçu le livre, ben, ça lui a convenu. Elle m'a appelé 8 jours après l'avoir reçu, elle l'avait lu. Et comme ça, mais là, il y a eu encore du temps, parce que l'éditrice, et je la remercie beaucoup, a changé d'éditeur. Et puis, voilà, le livre a été publié. Mais c'est le fruit du hasard. Alors, le dernier texte est récent. Moi, j'ai toujours écrit, j'en ai plein d'autres textes. Hein. Voilà, mais ils ne sont pas au propre, ils n'existent pas là. Il y a des textes qui ont été enlevés parce qu'elle souhaitait qu'il y ait une cohérence. Donc, des textes plutôt sur le regard sur des gens, je ne sais plus quoi. Un autre texte actuel où on parlait déjà du Covid aussi. Mais bon, c'était la cohérence de l'édition et voilà, je la remercie. Elle s'appelle
Salomé Viau. Et je la remercie. Alors, en fait, je me suis attaché à des petits détails et puis j'ai travaillé en lecteur, donc j'ai relevé des phrases qui ont eu une résonance. La première que je vais prendre, Sophie, elle est de vous, parce qu'elle a eu écho avec une phrase que j'avais entendue dans Shoah. J'ai vite compris que dans le ghetto, il ne fallait pas poser trop de questions. Et ça m'a rappelé le Hirik. Pardon ? Ça, c'est mon père. Ah, je vous prie de m'excuser, j'ai attribué à Sophie. Mais ça pourrait être... Ça me flatte beaucoup. Oui, ça aurait pu. Et ben alors, écoutez, Alexandra, en tout cas, ce qui me frappe dans cette phrase-là, c'est qu'elle fait écho au fameux Hier is kein Warum qu'on entend dans Shoah. Donc, en fait, voilà, je vous laisse libre de commenter. Mais toutes les trois, vous pouvez commenter. Hein. Mais bon, d'abord, je vous remercie de citer cette phrase. Pardon, je vous remercie de citer cette phrase. C'est un passage très joli dans le propos de mon père où il raconte comment comment dirais-je, il se crée une activité professionnelle de producteur de saccharose, qui dépend de la saccharose. Et donc, il faut trouver un produit qui fait, ça se traduit très mal en français, qui fait sautiller les pastilles pour faire l'illusion que c'est de la saccharose. Et effectivement, il rencontre des gens qui l'aident à trouver la matière première, qu'il qualifie d'ailleurs de import-export, ce qui est fascinant quand même. Mais oui, je suis persuadée que ça aurait pu, effectivement, cette phrase aurait pu se retrouver aussi bien dans le livre de Régine que dans celui de Sophie. Moi, je voulais juste, à ce stade, vous dire que je trouvais le livre de Régine très poétique. J'ai lu ces, vous dites nouvelles ou des récits, peu importe, je les ai lus vraiment comme on déguste, vous savez, des petites friandises, pas trop quand même, il faut lire quelques-unes, puis s'arrêter parce que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un long récit, c'est plein de poésie, c'est plein de tendresse, c'est plein de douleur aussi. J'ai noté, par exemple, là je l'ai devant moi, il y a cette phrase « Déplacée, je le suis toujours restée », mais dans un autre récit, vous écrivez, Régine, qu'il y avait quand même une rage de vivre, une volonté absolue de vivre et de survivre, pardonnez-moi, j'essaye de ne pas perdre, et que ce qui vous a permis, c'est aussi un travail sur soi, parce que c'est le résultat, dites-vous, d'années et d'années d'efforts, d'exercices, des tentatives pour comprendre et des rôles à bien tenir. Mais qui pourrait penser qu'à l'intérieur, ça crie, ça hurle, ça se défait, qu'à l'intérieur, c'est encore la guerre, la panique, que tout le monde, la vie, les autres, moi, sont en question, en sursis, à chaque moment, non, à certains moments. C'est toute cette complexité par moments qui reviennent en mémoire à Régine, qui sont tellement à la fois précieux, fragiles et très poétiques. J'ai adoré son livre, je tenais à vous le dire. Alors j'ai aimé, puisque j'en suis, hein, alors j'étais bouleversée par votre livre. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure en privé que je me méfie beaucoup des fictions, parce que c'est un genre difficile quand il s'agit de la Shoah. Mais vous avez su, et c'est vraiment, j'admire, rendre à la fois, me semble-t-il, le climat du ghetto et le désarroi des enfants. Les deux. Et vous avez su aussi, moi j'ai beaucoup aimé que vous avez voulu aussi montrer que les gens ont vécu, donc ils ont aimé, effectivement, il a trahi sa femme, il s'est trouvé mais parce que les hommes sont les hommes, enfin les femmes sont les femmes, les gens ont voulu vivre. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Bref,
moi, j'ai pas beaucoup lu j'ai lu des romans, mais pas beaucoup. J'ai lu beaucoup comme vous avez rappelé, beaucoup de rapports, beaucoup de livres d'historiens. C'est plus facile pour moi, parce que votre livre m'a bouleversée. Donc, il est admirablement bien écrit, très bien écrit. Hein. Et il parle de ce sujet dont vous nous avez promis qu'on va en parler, puisque l'objet même du livre, c'est quand même le fait que ces enfants, à la fin, périssent parce qu'ils sont trahis par des Polonais. Donc, la contribution des Polonais à la Shoah, il faut quand même qu'on en parle, parce que c'est un sujet aujourd'hui d'actualité en Pologne. Les autorités polonaises essayent par tous les moyens de nier cette participation des Polonais à la Shoah. Il faut qu'on puisse quand même en parler. Alors, permettez-moi juste, parce que là, vous m'avez volé une très très belle citation, donc je me permets de me la réapproprier, parce que je voulais vous poser la question. Vous avez repris la citation de Régine, que j'adore. « Déplacé, je le suis toujours resté ». Et cette phrase-là, je vous écoute toutes les trois dessus, parce que c'est pas simplement... c'est la phrase de Régine, bien sûr, mais c'est aussi une phrase que vous pouvez dire dans d'autres circonstances. Donc, Sophie, j'ai envie de vous entendre, vous, la première. C'est une question ou quelque chose qui me touchait beaucoup, et d'ailleurs, on le voit dans le parcours, évidemment, de Joachim. C'est ceux qui sont morts, ils sont morts, mais c'est ceux qui survivent qui ont un problème. Et je me suis toujours demandé comment on faisait, et en lisant le livre de Régine, d'ailleurs, j'ai compris quelque chose de ça, mais comment on faisait pour avoir cette histoire-là en soi à chaque seconde, puisqu'elle peut pas être... elle est là tout le temps. Et comment on fait encore pour être justement dans la vie, pour avoir des liens avec d'autres gens qui sont neufs, essayer d'avoir du neuf ou de faire naître des choses quand on connaît ça et qu'on l'a vécu aussi, aussi profondément. Donc, oui, je crois que... Enfin, encore une fois, je ne suis pas habilitée à le dire. Mais il me semblerait que moi, si j'étais à cette place-là, je serais toujours déplacée, je serais dans un état d'isolement et de solitude extrêmement grand. Ça va avec la solitude dont on parlait tout à l'heure. Je vois pas comment on fait pour ne pas être seul quand on porte cette histoire-là et que les autres sont morts et qu'on est le seul qui est resté de ça. Régine? Alors, d'abord, il y a le mot déplacé. J'aurais dit aussi un autre mot. Vous parliez tout à l'heure de la Grèce. J'aurais dit le mot métèque. Parce que c'est un mot qui est beaucoup plus large. Et il y a un monde de personnes déplacées qui vivent en France. Et moi, en tant que personne déplacée, je suis tout à fait reconnaissante à la France de m'avoir accueillie, d'avoir pu faire des études, d'avoir pu y vivre, élever mes enfants. Bon. Mais on reste aussi quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et cet ailleurs, à la fois... Alors, la solitude, c'est pas uniquement une histoire d'ailleurs, c'est une histoire aussi, a-t-on les parents, a-t-on pas les parents, qu'est-ce qu'on a vécu, enfin, c'est très polyvalent, hein, la solitude. D'abord, je crois que tous les êtres humains ont une partie de solitude, elle est plus ou moins grande, elle sort plus ou moins, et actuellement, dans ce moment de confinement, les questions de solitude ressortent encore plus et font peut-être souffrir ou sont des manques. Mais en même temps, je reviens sur déplacer ou métèque, ça élargit le point de vue. C'est-à-dire on n'est pas que d'un seul endroit, que d'un seul pays, et on peut être amené, sauf si on est dans des systèmes fermés, parce qu'il y en a comme dans tous les groupes humains, on peut être amené à entendre davantage l'autre, et enfin des autres, voilà. Et ça dépend d'un tas de choses, de comment on a été élevé, comment on a été aimé, qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a eu la chance d'étudier,
Ça, c'est la façon dont on se fabrique. Mais ça n'a absolument pas que des inconvénients d'être déplacé. Oui, Alexandra. Sur ce mot de déplacé. Oui, oui, non, mais je répondis sur la dernière phrase de Régine. Elle a tout à fait raison. D'abord, moi, souvent, je dis à mes amis que je suis une métèque. Mais avec, au sens effectivement le plus large possible. C'est vrai que ça n'a pas que des inconvénients, c'est une sorte de richesse aussi. Cela dit, en l'espèce, moi, je dois beaucoup à l'historienne Audrey Kichlewski d'avoir fait ce voyage vers la Pologne, parce que moi, j'ai complètement refoulé mon passé polonais. J'essayais d'oublier. J'étais pas comme Régine. Enfin, j'essayais vraiment d'oublier ça. C'était beaucoup trop douloureux. Beaucoup trop... Oui, bon, on peut dire ça comme ça. Parce qu'il n'y a pas que mon passé, il n'y a pas que moi qui compte. Il y a aussi mon père, ma mère, ma sœur. Donc, c'était quand même compliqué. Et donc, je dois à ces jeunes historiens qui ont bien voulu m'accompagner que d'avoir... fait ce travail et d'être retourné déjà en Pologne. Je le dois aussi à cet ami, Konstanty Geber, qui encore aujourd'hui m'aide à comprendre ce qui se passe en Pologne. Et donc, je lui dois aussi beaucoup. Mais vous savez, je lui parle jamais en polonais. Il est à Varsovie, on s'échange des mails en français. C'est curieux, mais ça veut tout dire pour moi. J'ai beaucoup de mal à écrire en polonais. Je suis allée à l'école là-bas. J'ai fait une université là-bas. Je suis diplômée de l'université de Varsovie. Mais j'ai beaucoup de mal à écrire en polonais. Donc, le terme déplacé... Enfin, je finirai peut-être parce que je prends trop de temps. Je dirais peut-être autre chose. J'ai lu récemment des témoignages des enfants des Syries, leur désarroi d'être isolés en France, de devoir surmonter à la fois l'handicap de la langue, l'handicap probablement d'être mal logés, l'handicap du fait qu'ils ont eu une autre vie dans leur pays d'origine. Enfin, la vie d'immigré n'est pas une vie facile, c'est ça que je veux dire. Et donc, le déplacé, le métèque, c'était, Régine, peut-être un peu plus facile pour nous, parce qu'on a vécu dans une période où il n'y avait pas ces tensions aussi vives dans la société qu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, être déplacé, être métèque, ça me semble beaucoup plus compliqué que, si j'ose dire, de notre temps, à l'époque où nous, on a eu à s'intégrer dans la société française. Oui, mais je vous laisse la parole après, parce que ce que vous avez dit me fait penser à une phrase de Sophie. Mais je vous laisse d'abord la parole. C'était une autre remarque, mais ça tombe bien. Allez-y. Non, mais, oui, je reprends là. Il y aurait beaucoup de choses que j'aurais bien aimé reprendre. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, je rêve de parler polonais. Alors, je parle pas bien. J'écris pas, parce que j'étais pas allée à l'école. J'étais analphabète en arrivant. Donc, ça c'est une chose, donc selon la façon dont on a vécu. Mais en effet, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de problème. On vous mettait dans une classe en parlant pas un mot, et j'étais, pas dans un premier temps, ça dépendait de la maîtresse. La deuxième maîtresse que j'ai eue, la première, c'était terrible. Elle m'a mis dans un coin. Et après, on apprenait comme ça très vite, et avec les autres enfants. Et c'était bien. Et c'était bien, voilà. Et alors que maintenant, il y a des classes spéciales, les gens sont... C'est très différent. Mais peut-être simplement, bon, les temps sont différents. Et d'autres diraient comme excuse, ça, moi je ne l'admets pas du tout, mais c'est fait, c'est parce qu'il y aurait trop d'émigrés. Bon, ça,
ce serait enfin, je le répète, mais je suis absolument en désaccord. C'est des questions politiques beaucoup. Voilà. Alors, par rapport à ce que vous disiez, Alexandra, à propos des enfants syriens, il y a cette phrase du livre de Sophie sur laquelle je voulais vous interroger, mais finalement vous avez d'une certaine manière répondu. Mais ils se trompaient, mon père, ils avaient piégé les âmes à vie. Alors pourquoi je pense à cette phrase? C'est que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, beaucoup d'âmes sont piégées à vie. Vous faisiez allusion tout à l'heure aux djihadistes. On pourrait parler des enfants syriens, on pourrait parler de tas d'enfants, on pourrait parler même des enfants qui aujourd'hui vivent sur la planète. Ils sont pour beaucoup piégés à vie. J'aimerais votre sentiment, Sophie, sur la résonance contemporaine de cette phrase. Il me semble que c'est une histoire de peur. Là, en l'occurrence, je le disais par rapport au fait que les âmes ont été endommagées. Les âmes ont été endommagées, clairement. Ça a été terrible. D'ailleurs, dans le ghetto, ceux qui avaient qui ont le moins agi, qui ont été les plus abattus, c'était les religieux. Ils n'ont pas su comment... voilà, donc d'une certaine manière, il y avait un peu cette idée que Dieu les avait abandonnés et les âmes se sont retrouvées navigantes et elles ont été d'une certaine manière abîmées. Et certains ont été obligés de faire des choses donc terribles pour survivre. C'est la question de l'humain et de l'inhumain. Il y a un livre extraordinaire de Giorgio Agamben là-dessus, sur Auschwitz. Et l'inhumain, c'est le musulman à Auschwitz. Le musulman, c'est la position. C'est celui qui bug, ou c'est celui qui, au contraire, survit. Elle est où l'inhumanité? Dans celui qui essaie de survivre ou dans celui qui ne survit pas? Donc, pour revenir à la question des âmes qui sont restées piégées, c'est ça. Et pour faire un lien avec ce qu'on disait avant, la difficulté, c'est la peur. C'est pour ça que moi, je suis très inquiète aujourd'hui de voir qu'on essaie de passer des lois qui s'appellent contre le séparatisme, en fait, qui séparent, qui sont des lois qui veulent séparer. Les gens, dès que les gens ont peur, on est dans une situation extrêmement dangereuse. Et la peur, elle est là depuis les siècles des siècles. Et dans le racisme et dans l'antisémitisme, c'est toujours la même chose. C'est la peur d'être envahi dans un premier temps et la peur d'être remplacé dans un deuxième temps. Donc, c'est pour ça que certains disent ils sont trop nombreux. Ils vont nous chasser, en fait. C'est chacun a peur pour lui et donc pense que xénophobie, la peur de l'étranger. Donc, c'est le problème crucial, et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, y compris par rapport à cette histoire de pandémie, c'est de la discipline, c'est-à-dire gérer sa peur. Et je crois que c'est ce qui est le plus difficile, en fait. Parce que c'est plus fort que tout, la peur. Et c'est le pire motif de toute l'histoire de l'humanité. Alors, il nous reste peu de temps et j'ai deux questions. D'abord, je sais qu'Alexandra, ça vous tient à cœur, de parler de ce qu'il en est de cette Pologne d'aujourd'hui. Et puis, je voudrais terminer sur une citation de Régine. Donc, j'y tiens absolument à ma citation de Régine. C'est très important. Donc, je vais partir d'abord de ce que vous avez écrit. C'est dans l'avant-propos. Force est de reconnaître que les menaces actuelles, comme par le passé, et ça vous rejoint aussi, ont toutes en commun la haine de la démocratie, plus globalement le refus de l'état de droit, l'apologie de la violence et le mensonge. Un mensonge solidement assis sur le nationalisme économique, ethnique ou religieux, d'où aussi ce regain spectaculaire du populisme et du racisme sous toutes ses formes, y compris antisémites et même du néonazisme. Nous ne sommes donc pas à l'abri. Le mal peut revenir. Raison de plus pour se souvenir et comprendre. Alors là, évidemment, il s'agit de se souvenir et comprendre, mais je crois qu'il y a quelque chose qui vous tient très très à cœur, c'est ce pays qui est votre pays natal et qui prend de drôles de formes dans une Europe qui reste un peu silencieuse ou médusée. Je ne sais pas exactement quel terme employer, mais je vous laisse choisir. Merci d'avoir cité effectivement ces quelques phrases. Tout à l'heure, vous nous avez interrogé sur notre parcours pour arriver à la rédaction de nos livres respectifs. Donc, le mien s'est inscrit dans la durée. Effectivement, j'étais
très troublée pendant que je travaillais sur ce livre par des informations qui me parvenaient d'abord de toute l'Europe, parce qu'il ne s'agit pas que de la Pologne, sur l'augmentation de mouvements néo-nazis. Bon, le populisme, c'est pas la peine d'insister, on sait de quoi il s'agit. Et ce populisme qui gagne de l'emprise dans toute l'Europe, ben oui, il fait peur, parce qu'on voit concrètement ce que ça peut donner au quotidien. Au quotidien, c'est en Pologne aujourd'hui de gens qui se permettent de dire, des universitaires d'une université catholique, mais des universitaires néanmoins, que les crimes rituels ont un fondement historique. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui. Mais on entend aujourd'hui aussi que les communistes juifs, ou des juifs communistes, étaient pires que les nazis. Ça, on entend aussi. On assiste à un changement de personnalité au sein du conseil qui accompagne la direction du musée d'Auschwitz pour donner à ce musée vraisemblablement une connotation plus polonaise, moins juive. Il y a ce terrible procès de 2 historiens qui ont eu le courage de conduire les travaux sur la participation des Polonais dans les campagnes à la Shoah. Donc ils sont devant les tribunaux. Bon, tout ça, c'est aussi le fruit de la montée au pouvoir de ce populisme, de cette... comment dirais-je, de ce mauvais climat exploité par certaines forces politiques, de la fragilité que peuvent éprouver des gens face à la mondialisation. C'est vrai que c'est angoissant. La pandémie n'est qu'un reflet. Mais les populistes exploitent tout cela et ça donne lieu, du coup, effectivement, à des explosions ou des poussées comme ça, hystériques, d'antisémitisme, alors qu'on pensait que ces temps-là étaient derrière nous et on pensait que l'humanité qui a été endeuillée durant la Deuxième Guerre mondiale a su analyser et laisser derrière elle pour toujours cette période. Ben, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et c'est effrayant. Pour moi, c'est même terrorisant. Il y en a qui ont effectivement la responsabilité de tout cela. Je suis d'accord avec vous. J'espère que, au moins pour les pays qui font partie de l'Union européenne, qu'il y ait un jour une réponse européenne beaucoup plus claire, beaucoup plus, comment dirais-je, pas uniquement claire, plus condamnante, quoi. Merci. Sophie ? Oui, ce qui me frappe, moi, et que je trouve particulièrement absurde, c'est que donc une partie des Polonais haïssaient les Juifs parce que déicides, parce que, voilà, enfin, pour des motifs qui, de toute façon, restent absurdes. Ils les haïssaient quand ils étaient là. Et une fois qu'ils les ont éradiqués, qu'ils leur ont dit « Non, tu n'es pas polonais, tu n'as pas le droit d'être polonais, cette terre n'est pas la tienne ». Et donc, comme on l'a vu pendant 2 heures, là, au fil de pas mal d'années, donc vraiment dans la durée, dans la longévité, ils les détestent encore aujourd'hui parce que c'est un fantasme. Et donc, j'ai une anecdote qui m'a été racontée par Agnieszka Haszka, qui m'a guidée dans le ghetto, une anecdote qui est tout à fait révélatrice de cela.
Elle est dans un centre commercial, il y a 2 ans de ça, hein, ou 3 ans peut-être, dans un centre commercial à Varsovie. Et sur une passerelle, elle voit un juif ultra-orthodoxe, il en reste. Voilà. Et à l'autre bout de la passerelle, elle voit un skinhead. Un skinhead. Donc un antisémite avec son groupe sanguin tatoué, un vrai skinhead. Donc a priori, c'est problématique. Elle voit qu'ils sont à chacun d'un côté de la passerelle. Elle s'apprête à intervenir. Elle se dit, il va y avoir un gros problème. Eh bien, pas du tout. Les skinheads sont passés à côté du juif ultra-orthodoxe, sans rien dire parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Parce que les skinheads détestent des juifs, mais ils ne savent pas ce qu'est un juif. Ils ne le reconnaissent pas, ils ne sont pas capables de le reconnaître. Donc, on déteste ce qu'on connaît trop, et on déteste ce qu'on ne connaît plus et ce qu'on fantasme, en fait. C'est ça ? C'est ça l'idée, peut-être. Mais c'est incroyable. On va bientôt devoir terminer, donc je veux absolument lire ma citation d'origine et je veux absolument que vous la commentiez. Quand un grand chagrin immense remonte, amenant avec lui une lame de fond, de boue, d'horreur, justement, non, injustement, quand deux espoirs profonds et un peu doux tombent, quand l'histoire ramène les fanatismes et les dangers, les cerises peuvent-elles exister encore ? Grosse question. Ça vaut pour vous trois. Hein ? Est-ce que les cerises peuvent encore exister quand, par rapport à ce que vous venez de raconter, par rapport à ce qu'Alexandra vient de raconter, et Régine aussi dans une certaine mesure. Est-ce que les cerises peuvent encore exister ? Oui, et pas seulement comme des fruits, comme l'espoir. Ça fait un peu trop fort. Parce que des bonnes choses dans la vie existeront toujours. Et là, je reviens, excusez-moi, juste un instant sur ce qui était dit avant. Parce que l'on ait peur du racisme et de tous les racismes, mais large, tous les racismes, et de l'antisémitisme, oui. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça a toujours existé. Et que moi, ça m'est arrivé dans ma vie à plusieurs reprises, plus ou moins, pensez-vous, mais c'est parce que vous avez été élevé dans quelque chose où il y avait des idéologies, et moi, j'ai eu la chance d'être élevée par un homme qui avait été déporté, qui était de Pologne, c'était mon oncle, et il savait que les idéologies, ça ne marchait pas. Voilà. Et on est, à ce moment-là, on sait un peu que les racismes vont exister, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien avec. Il faut faire tout ce qu'on peut contre, mais ce n'est pas la fin du monde. Et je pense, alors que ce n'est pas que je sois quelqu'un de tout le temps joyeux, hein, loin de là, que on doit les combattre et pas considérer que ça va être la fin du monde. Voilà. Merci beaucoup, mais je voudrais vous entendre aussi sur les cerises, parce qu'il y a eu le gel. Que voulez-vous que je vous dise rapidement ? Bon, d'abord, je suis d'accord avec Régine pour le côté espoir. Je suis moins d'accord sur le fait que ça a toujours existé, donc il faut quoi ? Il faut l'accepter ? Non. Je reviens à cette idée que vous avez évoquée. Aujourd'hui, la Pologne est membre de l'Union européenne. De mon point de vue, il est inadmissible qu'un pays membre de l'Union européenne, ouvertement, ait une politique qui attise l'antisémitisme. C'est incompatible, ça n'a pas été fait pour ça. Alors, les Polonais n'ont peut-être pas compris. Ils ont peut-être pensé que, en adhérant à l'Union européenne, ils ont adhéré à un grand marché, et ils y voient que le marché. Ils y voient peut-être que les dotations qu'ils reçoivent. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils relisent les textes.
parce que ça n'a pas été fait pour ça. La construction européenne a été faite effectivement au lendemain de la guerre, pas pour que les États membres tolèrent des propos antisémites. Je ne suis pas d'accord. Régine, vous vouliez ajouter un petit quelque chose? Juste un mot, parce que il me semble que l'une des rares choses que l'on peut essayer de faire sortir pour lutter contre les racismes et l'antisémitisme, c'est pas uniquement politique, mais c'est l'éducation des enfants, c'est l'école. Tout le temps, et parler aux enfants et parler aux autres. Et là, c'est une réalité du terrain. Et peut-être que grâce à ça, c'est des petites gouttes que l'on donne, que l'on passe. Moi, quand je parle avec quelqu'un qui vient complètement d'un autre pays, d'une autre religion, etc., et que je dis que je suis juive et qu'il dit ce qu'il est, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe aussi, et que c'est important. Et qu'il faut... Voilà, c'est là-dedans qu'il y a des petites gouttes d'espoir. Des petites gouttes d'espoir. Sophie, et je conclurai. Enfin, quand je dis je conclurai... Je suis d'accord avec vous deux sur l'espoir. D'accord avec le fait qu'il faut quand même rester très vigilant. Je suis d'accord que ça a toujours existé, mais il me semble que ça en ce moment, ça se tend considérablement, et le contexte l'aide, et la paupérisation. Voilà, il y a quelque chose qui est quand même très... Là, qui a un terrain qui est très propice à ça. À mon avis, il faut que la mémoire, la transmission, comme vous le faites, il faut qu'il y ait de la mémoire, de la transmission, de l'éducation, et qu'on empêche de raconter n'importe quoi. Parce que vous voyez, quand on en est à vouloir dire que les meurtres rituels ont vraiment existé, on est dans un monde de fake news. Et donc il faut vraiment, et de fake knowledge, il faut se battre contre ces deux choses-là, c'est-à-dire donc raconter la vérité et revenir dans le passé, se servir de l'histoire pour comprendre aujourd'hui ce que pas grand monde ne fait, à vouloir donner son opinion. On s'en fiche des opinions. On n'a pas besoin d'opinion aujourd'hui. On a besoin de quelques vérités, de quelques repères stables. Et oui, il faut travailler à la mémoire, parce que, comme disait Éluard, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Il me reste à vous remercier toutes les trois pour cet échange très riche, vraiment, et qu'on aurait pu poursuivre, parce que par rapport à ce que vous disiez il y a un instant, par rapport aux opinions, je vous rejoins tout à fait, c'est quelque chose qui est terrorisant, les opinions, mais je préfère terminer avec les cerises, moi aussi, et dire que tant qu'il y a des cerises, on a un petit espoir. Merci beaucoup.